du vendeur, autour de 80%. Ça veut dire que quand vous êtes acheteur, vous n'avez que 20% de probabilité que ça se passe bien pour vous. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, vous ne pouvez pas vendre de turbo, vous ne pouvez pas vendre de Varan. C'est pas possible. Vous ne pouvez qu'acheter parce que les gars en face sont pas fous, ils ont compris le principe. Ils ont compris le principe que si vous vendez des choses, vous allez décaisser de l'argent, eux ils vont l'encaisser et puis voilà. Vous vendez une assurance, un groupe d'assurance. C'est vendre des contrats d'assurance aux assurances. Alors, ouais, c'est un peu ça. Enfin, nous c'est ce qu'on fait. Nous, on est assureur de. Enfin, moi, dans le système qu'on a développé avec mes collègues, on peut assimiler ça à des assureurs d'actions, assureurs de sous-jacents. On assure des. Voilà. Et bien sûr. Vraiment liquide sur le marché. Si vous êtes sur le marché européen, non. Si vous êtes sur le marché américain, oui. Sur le marché européen, français, vous n'avez rien. C'est pour ça que nous, on ne fait exclusivement que du marché américain. Zéro marché européen, il n'y a rien. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de liquidité, il y a très peu de sous-jacents. Il n'y a aucun intérêt, d'aller sur le marché européen pour faire des options. Enfin, les options listées, c'est ça. Parce qu'il y a des options binaires. Alors, les options binaires sont interdites depuis 2019 12, je crois, non, peut-être 2012, peut-être. Non, c'était après. Ouais, 2000, ouais, donc c'est interdit. De toute façon, déjà, option binaire, déjà interdit. Donc déjà, non, ça n'a rien à voir. L'option binaire, c'était un produit dérivé de l'option avec, pareil, des activants, des machins, des trucs. Et pareil, là, vous ne pouvez qu'acheter des options binaires. Vous ne pouvez pas les vendre. C'est étrange. Donc là, je me bats pour expliquer aux gens que les turbo-lévarants, ce sont des produits bancaires. Les gens vous font des belles pages de publicité dans les journaux. Ça confirme ce que je savais. Le problème, c'est que les gens me disent oui, mais quand je paye, mon risque est limité à la prime que j'ai payée, donc je ne peux pas perdre plus. Oui, mais le problème, c'est que tu perds tout le temps. Tu ne perds pas beaucoup, mais tu perds 80% du temps. Après, si ça intéresse les gens de perdre 100, 120, 150 $, 8 fois sur 10 pour gagner 1 fois 200, je ne suis pas sûr que le calcul soit valable, quoi. Et sur l'option, c'est limité dans le temps? Une option, c'est toujours limité dans le temps, ouais. Donc le problème, c'est que quand vous achetez un turbo, un Varan ou même une option, c'est le même principe, vous avez deux éléments contre vous. Vous avez le temps, parce que votre contrat il a une durée déterminée, donc il faut que la stratégie que vous avez imaginée se déroule dans le laps de temps de votre contrat. Alors qu'avec une action, vous achetez une action aujourd'hui, vous la gardez 3 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, il n'y a pas de problème. Une option, il a une date de déchéance. Donc à la date d'échéance, le contrat, il n'existe plus. Ça va dans la journée, donc ce qu'on appelle des 0 DTE, donc on peut faire des options à la journée jusqu'à plus de 2 ans. Donc il y a un panel, etc. Donc quand vous faites des turbos, des Varans, même des options à l'achat, vous avez déjà le temps contre vous, puisque le temps est compté pour que vous ayez raison dans votre stratégie. Et puis il faut être directionnel. Vous devez absolument avoir raison dans le sens que va prendre le cours. Si vous achetez un call, il faut absolument que le cours décale à la hausse. Il ne peut pas rester au milieu, descendre un petit peu. Non, il faut qu'il décolle à la hausse et rapidement. Donc vous mettez 2 éléments contre vous, le temps et la direction, parce qu'aujourd'hui, qui c'est demain, est-ce que vous pouvez me dire si telle action va monter ou va descendre? Et en gros, c'est un peu une chance sur 2, quoi. Si en plus à ça, vous rajoutez le temps, vous êtes coincé. Mais quand même, ils sont depuis longtemps, les Varans. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui achètent. Oui, parce que les gens sont convaincus qu'ils ne perdent pas beaucoup et qu'une fois que. Alors, ils regardent plutôt leurs gains que leurs pertes. Et faites le cumul des pertes et faites le cumul des gains, vous verrez bien que celui qui gagne. Vous savez, vous assurez votre véhicule chez votre assureur. Vous avez quel âge, c'est indiscrétion? 60. Vous avez 60. Ça fait combien de temps que vous conduisez? 40 ans. Voilà, 40 ans. Depuis 40 ans, vous payez des primes d'assurance à votre assureur. Combien de fois vous l'avez appelé pour qu'il vous change votre voiture parce que vous l'avez cassée? 1 fois, 2 fois? Réparation. Donc pendant 40 ans. Réparation ou accident? Les deux. Enfin voilà, combien de fois vous l'avez appelé? Voilà. Donc en gros, aujourd'hui, entre vous et votre assureur, qui a gagné de l'argent? C'est l'assureur? Voilà, vous avez compris. Vous avez compris le principe. C'est pas plus compliqué que ça. Et les assureurs, c'est les gars en face qui vous vendent les turbos, les Varans. Parce qu'eux, ils vous les vendent. Et vous décaissez de l'argent. Et moi, ce que j'aime bien avec les options, c'est qu'à chaque fois que je passe un contrat, ça rentre directement dans ma poche tout de suite.
Et là, du coup, vous me dites aux États-Unis, c'est tout le marché Marché américain. américain. Marché américain. Le marché Il y a des américain. chances qu'il faut prendre en compte. Alors, du coup, Non, parce que nous, avec nos clients, on leur conseille tout de suite de passer sur du. C'est-à-dire que dès qu'ils ouvrent leur compte, on leur dit de passer en dollars tout de suite. Oh, on peut faire des matières premières, on peut tout faire avec les options. On peut tout faire. Matières premières, enfin les commodities, etc. C'est pas un problème. Pas un souci. Donc là, bah, je vais. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux y aller, toi. Ouais. Partir, j'ai déjà lancé le truc. D'accord, ok. Bon. Alors, ce que je vous propose, donc, je vous propose un cours d'initiation aux options, ok? Parce que vous parlez d'options, de stratégie, si on ne sait pas de quoi on parle, ça va commencer à être compliqué. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc 3 heures de formation. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce que je propose à mes étudiants, donc sur les formations que l'on procure. Donc, vous avez le début de ce qu'on propose à nos membres. Donc, ce n'est pas un truc bas de gamme, c'est vraiment ce que nous, on propose à nos clients. Donc, vous avez déjà la même introduction que nos membres. OK ? Alors, programme de la formation, introduction à l'univers des options. On va expliquer un petit peu d'où ça vient. Caractéristiques générales des options, la base théorique qu'il faut comprendre. Une stratégie de base qui s'appelle le covered call pour se créer un revenu complémentaire par rapport aux actions que vous avez déjà dans votre portefeuille. Et si on a le temps, il y aura une stratégie bonus si on en finit un petit peu avant le temps prévu. Alors, introduction à l'univers des options, on va faire un petit peu d'histoire, savoir d'où viennent les options, comment ça a été créé, pourquoi trader les options, l'avantage du trading d'options par rapport au trading d'actions, les intervenants du marché des options, savoir un petit peu comment ça se passe, qui intervient dessus, les caractéristiques générales des options, donc définition d'un contrat d'option, il faut quand même savoir de quoi on parle, vocabulaire des options, le sous-jacent, le strike, l'échéance, les calls, les puts. Bon, pour vous, si vous débutez, si vous regardez ça pour la première fois, ça ne vous parle pas spécialement, donc on va faire le point là-dessus. Les achats et les ventes des contrats d'options. On va voir également comment sont calculés les prix des contrats d'options. Alors, succinctement, on ne va pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas vous donner des formules mathématiques, mais vous expliquer 2-3 bases du calcul du contrat d'option. Donc là, normalement, on en a pour à peu près 1h30. Okay. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, parce que si vous ne comprenez pas avant, après, ça va être compliqué. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Je préfère prendre 30 secondes et puis qu'on avance tranquillement au fur et à mesure. OK ? Alors, un peu d'histoire. Alors, les options ont été inventées par Thalès au VIe siècle, qui avait trouvé l'idée de louer le pressoir à olives. Il s'est dit, bah voilà, je vais aller voir le propriétaire du pressoir à olives, je vais lui proposer de lui louer son pressoir, et moi j'en disposerai comme je veux pendant une durée déterminée, la période des récoltes des olives. Okay. Donc, pour le propriétaire, ça a un avantage, c'est que la saison soit bonne ou mauvaise, lui, il a loué un prix fixe son pressoir. Bon, si effectivement la saison était très très bonne, bah, il perd un petit peu d'argent. Par contre, si la saison est mauvaise, bah, il est sûr d'avoir un minimum de revenus. Et puis bah, Thalès, pareil, lui se dit, bah, voilà, donc j'ai loué un pressoir. Si je l'utilise souvent parce que la moisson est bonne, la récolte pardon, est bonne, et ben, je vais tirer un bénéfice. Et puis bah, si la récolte est mauvaise, et ben, tant pis, j'aurais payé un droit d'utiliser que je ne me suis pas servi en fin de compte. Okay. Voilà, donc voilà comment a été inventé ce qu'on peut appeler la première option d'achat call, okay, par Thalès, donc c'était au 7e siècle, 6e. Donc ensuite, il y a eu, vous avez sûrement dû entendu parler, ah bah alors, sensible, il n'y a pas un système avec la... Ouais, ça valait mieux ça. Ah ben non. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec ma souris, ça bouge tout le temps. Excusez-moi. Voilà, ça ne va pas bouger. Donc, vous avez également eu la bulle des tulipes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, bah, simplement, donc c'est face à la demande française qui était importante, donc dans les années 1634. Donc, les marchés commençaient à vendre des bulbes pour les futures floraisons. Donc, on prévoyait, etc., les futures floraisons. Et puis, bien sûr, bah, les spéculateurs sont arrivés sur le marché. Mais vu qu'il n'y avait pas de chambre de compensation, c'était de gré à gré, comme on appelle. Okay. Et puis, bah, le problème, c'est que bah, le marché est monté. Et puis, vu que les marchés étaient d'acheteurs à vendeurs autour du marché, il y a eu un phénomène important qui était la peste bubonique, genre Covid.
OK? Donc, plus d'acheteurs, plus de vendeurs à la même table pour négocier. Le marché s'est écroulé, donc ruine totale, etc. Enfin, des gens avaient, on avait des bulbes qui valaient 2-3 fois le prix d'une maison, etc. Enfin, c'était devenu complètement délirant. Donc, sans chambre de compensation, le marché s'est écroulé. Voilà. Donc, aujourd'hui, les options que nous on fait, enfin que nous faisons, pardon, sont régulées par une chambre de compensation. Alors, les options modernes, elles sont apparues en 1973 à la bourse de Chicago, qu'on appelle le Chicago Board Options Exchange, donc le CBOE. Donc, la chambre de compensation qui a été créée, c'est l'OCC, pour l'Option Clearing Corporation. Et donc, c'est un organisme qui agit à la fois comme émetteur et garant des options et les contrats à terme. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez une option, vous êtes sûr de recevoir l'option en échange de la prime que vous avez versée. Et quand vous vendez une option, vous êtes sûr de recevoir l'argent de l'acheteur. Okay, donc, tout ça, c'est géré par l'OCC. Alors, pourquoi trader les options? Vous avez plusieurs façons d'utiliser les options. Vous pouvez spéculer avec les options, c'est-à-dire vous pouvez jouer la hausse ou la baisse d'un sous-jacent. Vous pouvez générer un revenu ou améliorer votre rendement. Par exemple, typiquement, vous avez des actions en portefeuille, vous êtes en plus-value parce que vous l'avez acheté, je ne sais pas moi, 20 $ et elle vaut 25, donc vous avez gagné 5 $. Vous touchez des dividendes, donc c'est très bien. Aujourd'hui, avec les options, vous pouvez additionner un troisième système de revenus complémentaire avec ce qu'on appelle un covered call, donc on verra tout à l'heure, en vendant un put dessus. Et ça va vous générer des revenus supplémentaires dans différentes conditions de mise en œuvre. Et puis bien sûr, les options sont, notamment au niveau des professionnels, beaucoup utilisées pour protéger un portefeuille, ce qu'on appelle du hedging. Donc ça, ce sont des techniques qu'on apprend également en formation. Mais voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les options. On peut faire quand même pas mal de choses. Okay, avec une action, c'est compliqué de hedger. Une fois que vous avez généré votre revenu avec le dividende et puis la plus-value, il n'y a pas grand-chose d'autre pour aller chercher du rendement supplémentaire. Donc, alors, nous, on ne fait pas du tout de futurs. Moi, je fais que des options. Donc, sur les futurs, je suis très, très mauvais parce que j'en ai jamais fait. Donc, je ne m'intéresse pas du tout. Moi, ça fait 12 ans que je fais des options. Ça me va très bien. Je gagne ma vie avec ça. Et voilà. Donc, mais je sais que certaines personnes cumulent futurs et options. Ça se fait. Bon. Moi, honnêtement, je n'ai pas trop le temps. Et puis, voilà, ça me suffit comme ça. Donc, alors, en gros, 18% de mon trading, c'est des options. Je fais un petit peu d'actions quand je reçois les actions en portefeuille suite à une assignation. Enfin, voilà. Mais globalement, quand je commence à trader, c'est du trading d'options. Okay, alors, pour spéculer, vous pouvez profiter des fluctuations du prix du sous-jacent avec un investissement initial réduit pour le contrat d'option. On verra un exemple tout à l'heure où je vous montre comment on peut contrôler exactement le même nombre de titres qu'un achat de son titre, par exemple, mais en payant quasiment 15 fois moins cher. Okay, bien sûr, vous avez un effet de levier. Donc ça, c'est engendré par ce qu'on appelle les lettres grecques. Alors, le delta, le gamma, le θ, le vega, etc. Alors là, c'est pareil, je vous en proposerai tout à l'heure. On en parlera, mais succinctement, parce que voilà, ça demande quand même un petit peu de compréhension et d'y passer du temps. Mais déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche succinctement. Okay, donc là, je vais vous montrer un achat de call sur Bank of America. Il va y avoir un exemple et vous verrez, vous comprendrez. Bonjour. C'est pour la formation option? Oui. Ok, installez-vous et puis on a déjà commencé? C'est à 14h, mais je viens de loin. D'accord. Donc là, on va prendre un exemple sur un achat de call Bank of America. Donc quand on achète un call, c'est qu'on pense que la valeur va monter. Ok? Alors, Bank of America, donc l'achat d'un contrat call. Alors, il y a des mots peut-être nouveaux pour vous. Okay, donc, l'achat d'un contrat call au prix d'exercice de 33 $ pour 115 $ de prime. C'est-à-dire qu'on a acheté un contrat call et on a déboursé 115 $ pour acheter le contrat call au prix d'exercice de 33 $. Okay, quand vous achetez un contrat call, vous contrôlez 100 titres. D'accord? Donc là, en investissant 115 $, vous contrôlez la même valeur
d'actions que si vous achetiez 100 actions Bank of America à 33 $, soit 3 300 $ de valeur. Commencez à comprendre le concept? Donc, d'un côté, je contrôle, j'ai un bout de papier qui s'appelle un achat de call. Je le paye 115 $. Ça me permet de contrôler, ça me donne le droit d'acheter 100 actions Bank of America à 33 $, si bien sûr Bank of America monte au-dessus de 33 $. Et pour ça, pour avoir ce droit d'acheter à 33, ben, je paye 115 $. Maintenant, si je veux avoir le même droit avec 100 actions directement sur le marché, ben, il faut que j'achète 100 actions. Et là, je vais débourser 3 300 $. Ce n'est pas la même chose. Okay, donc, lorsque le cours passe de 33 à 36, cela représente un gain de 3 $ par action, soit 9% de gain. Okay, à l'expiration du contrat, le contrat call de l'acheteur vaut 300 $, soit un gain de 185, donc 300 moins 115, soit 60% de gain. Donc, c'est le fameux effet levier. Alors, pourquoi le contrat vaut 300 $ à votre avis? À la date d'échéance, Bank of America vaut 33 $. À 36 $. L'action vaut 36 $ à la date d'échéance. Eh bien oui, l'action a monté, donc elle a pris ce qu'on appelle de la valeur intrinsèque. Donc le contrat vaut beaucoup plus cher. Ça veut dire que le jour de l'échéance, si vous deviez acheter un contrat juste avant que la bourse ferme, si vous achetez le droit d'acheter à 33, ce qui vaut 36, il est normal de le payer 3. Oui ou non? Un contrat call vous donne le droit d'acheter à 33 $. D'accord? Vous avez un bout de papier qui vous dit, moi j'ai acheté un contrat call et si le cours passe au-dessus de 33 $, peu importe le prix de Bank of America au-dessus de 33 $, je pourrais l'acheter 33 $. D'accord? Pour ça, vous avez payé 115 $. Maintenant, le jour de l'échéance, 10 minutes avant la fermeture de la bourse, le vendredi soir à 16 h. C'est 15h55. Si vous décidez, pour une raison qui vous appartient, d'acheter un call 33, mais le cours vaut 36. Donc, vous achetez le droit d'acheter à 33, mais ça vaut 36. Vous revendez à 36, vous gagnez bien 300 $. 3 fois 100. 33 vers 36 multiplié par 100 actions. Donc, il est normal que si vous voulez acheter un contrat call à l'instant T, juste avant la fermeture de la bourse, et que le sous-jacent vaut 36, il est normal d'acheter le contrat à 3 $. On n'achète pas les 100 actions, on achète bien le droit dans le contrat. C'est ça. C'est un droit. C'est pas une obligation. C'est comme si on avait les 100 actions, puisqu'on a 3 fois 100. Mm-hmm. C'est ça qui est perturbant, c'est qu'on a. On n'a pas 100 actions. Quoi. Mais vous les toucherez à la fermeture de la bourse, donc ce qu'on appelle à l'expiration. À l'expiration, vous avez le droit d'acheter à 33 ce qui vaut 36. Bon, ben, vous avez directement les 100 actions sur votre compte à 33 $, mais qui valent 36. Vous avez bien une plus-value faciale de 300 $. D'accord? On va développer ça dans le prix des options tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez que d'un côté, vous achetez des actions, vous avez un gain de 9%, et vous achetez un contrat call, votre rendement, là, est de 60%. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors, en nominal, vous gagnez un peu moins, parce que d'un côté, vous gagnez 300 $ et de l'autre, 185. Voilà. Mais en rendement, par rapport à la somme investie, vous faites 60% d'un côté contre 9% de l'autre côté. OK? Ça va jusque-là? En fait, c'est comme si on avait les 100 actions, mais on ne les achète pas à 3300. Quoi, si vous les achetez à 3300, mais elles valent 3006. Non, mais je veux dire, quand on achète au tout début, avant que ça monte. Vous achetez le droit d'acheter à 33. Voilà, on achète un droit. C'est ça. Mais c'est comme si on avait les 100 actions. Non, vous les avez pas. On les a pas, mais c'est comme si, puisque si elles montent de 3, ben on a. Là, vous avez le droit de les acheter. Ouais. Si l'action vaut 32 à la date d'échéance, vous avez acheté le droit d'acheter à 33. L'action finit à 32. Est-ce que vous exercez votre droit d'acheter à 33 ce qui vaut 32? Vous allez payer 3300 €, enfin 3300 $, ce qui vaut 3002. Oui, moi, j'exerce. On perd 115 et bien j'exerce pas mon droit. Voilà, c'est-à-dire vous perdez le limite, 115. Oui.
Grand maximum, vous perdez la prime que vous avez payée. OK? Donc, avec les options, donc générer un revenu ou améliorer son rendement. Donc, avec les options, il est possible de gagner de l'argent que le marché monte, évolue latéralement ou baisse un peu. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, il y a toujours des stratégies qui vous permettront de mettre des contrats d'options. Le marché monte, j'achète un call. Le marché baisse, je peux acheter un put. Le marché stagne, etc., je peux acheter un crédit de call spread. Le marché baisse, mais pas trop, je peux acheter un crédit de spread, un DD Bit, etc. Enfin, il y a des tas de stratégies. Vous avez des stratégies adaptées à chaque typologie de marché. Avec des actions, si le marché monte, là, vous achetez. Si ça baisse, vous vendez à découvert, si vous pouvez, mais ça se limite ici, quoi. Si le marché range, vous n'avez pas grand-chose, à part les dividendes, etc. quoi. On peut, ouais. Donc, le vendeur d'un contrat d'option encaisse une prime. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, juste avant de commencer la formation. Vous êtes vendeur de quelque chose, vous recevez une prime en contrepartie. Okay. Dans l'exemple de Bank of America, le vendeur du contrat call pense que le cours de Bank of America sera inférieur à 33 $ à l'expiration. Donc, il vend le call 33 à 3 mois pour une prime de 150 $. Si c'est le cas, il conserve la prime. Donc, c'est comme votre assureur de voiture. Si vous assurez votre voiture pendant 1 an, vous avez payé, je ne sais pas moi, 600 $ de prime. Si vous n'avez pas appelé votre assureur pendant l'année, le contrat, le 31 décembre, il s'annule. Puis le 1er janvier, votre assureur vous appelle, au fait, on fait un petit contrat. C'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Donc, vous conservez la prime et puis vous pouvez revendre un nouveau contrat d'assurance. Et quand on achète un call, il faut qu'il y ait un vendeur en face. Ah oui, toujours. Toujours. C'est ça, ouais. Vous avez un acheteur, vous avez un vendeur derrière. On abordera les intervenants du marché juste après. Donc, vous expliquer un petit peu. Toujours. Enfin, il y a un ou deux cas exceptionnels où vous ne trouverez personne. Mais je vais pas rentrer dans le détail parce que là, on va commencer à monter un peu en gamme. Mais normalement, dans 99% des cas, vous aurez toujours quelqu'un en face. Oui, vous avez des contrats, vous avez des market makers, ce qu'on appelle, qui eux balancent des contrats au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de souci. Vous aurez toujours une contrepartie. Donc, comment générer un revenu ou améliorer son rendement? Imaginons, vous avez 100 actions Bank of America en portefeuille. OK. Vous les avez achetées il y a longtemps et puis vous avez une belle plus-value dessus. OK, vous touchez un petit peu de dividende parce que Bank of America donne des dividendes. Et puis, l'action vaut 34,60 $ au moment où je fais la capture d'écran. Et puis, vous dites, voilà, moi, je vais vendre un call à 37 pour une échéance à 31 jours. C'est-à-dire que vous allez vendre un contrat pour 27 centimes par action, mais vu qu'il y a 100 actions, ça fait 27 $ le contrat. OK. Vous allez donner le droit à quelqu'un de vous acheter vos 100 actions si le cours dépasse les 37 $. D'accord? Et pour ça, donc, vu que de l'autre côté, vous avez un acheteur de call, rappelez-vous que l'acheteur paye une prime, le vendeur reçoit une prime. Donc, l'acheteur, lui, va payer 27 $ pour avoir le droit d'acheter Bank of America à 37 $. Et pour ça, il a juste un mois. C'est-à-dire que si le vendredi de l'expiration, Bank of America est en dessous de 37 $, l'acheteur a perdu le droit d'acheter à 37 $. Alors, il peut toujours exercer son droit, mais bon, il n'y a pas d'intérêt d'aller acheter plus cher que le marché. Si vraiment il veut les actions en portefeuille, il appuie sur le bouton, il achète 100 actions et puis il va faire des économies. OK. Et puis donc, voilà, donc vous, en tant que possesseur d'actions, donc vous avez les actions en portefeuille, ce qui veut dire que si le cours passe au-dessus de 37 $, vous allez vendre vos actions à 37 $, peu importe le prix de l'action au-dessus de 37 $, OK. Mais pour ça, vous aurez touché 27 $ de prime. Donc, vous aurez touché la différence entre 34,65 et 37, ça sera votre plus-value. Enfin, peut-être même en dessous. Imaginons que vous avez acheté, je ne sais pas moi, vos actions ici autour des 24 $. Vous allez vendre vos actions 37 moins 24, OK, fois 100, plus la prime que vous avez payée. Voilà, par exemple. Donc ça, on peut faire ça avec les options. Donc là, ça permet de générer. Alors ça, c'est une des stratégies, le covered call dans cette configuration-là. C'est la stratégie qui est quasiment la plus utilisée dans le monde. Parce que cette stratégie est autorisée dans ce qu'on appelle le 401k, qui est un genre de PER américain, pour les épargnants américains.
savez que les épargnants américains jouent leur argent en bourse, leur retraite en bourse. Et dans ce qu'on appelle le 401k, il y a la possibilité, on ne peut pas faire toutes les stratégies d'options, c'est que c'est vraiment risqué, on ne peut pas les faire, mais vu que celle-ci, il n'y a pas de risque, il y a 0 risque au niveau de l'option, ok, et ben donc l'État américain autorise le covered call, donc du coup, beaucoup d'Américains font des covered call. Moi, aux États-Unis, quand je parle de trading et que je parle d'options, tout le monde connaît. En France, quand je parle d'options, un peu, bon, oui, j'en ai entendu parler d'options binaires. Non. Options binaires, depuis 2018, c'est interdit, parce que c'était un produit dérivé des options, un peu fallacieux, avec tout le système qu'on a. Bah oui, mais le problème, c'est que les quelques personnes qui ont essayé de démocratiser les options ont commencé par mettre toutes les formules mathématiques Black-Scholes sur Internet. Moi, je suis pas un matheux, je suis pas à ce niveau-là. Moi, voir la formule de Black-Scholes, à un moment donné, je m'en fiche complètement, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ok, comment je vais poser mes options, combien je vais gagner, etc. Et tout. Mais après, toutes les formules mathématiques, alors oui. Donc voilà. Donc nous, on a essayé de démocratiser au maximum les options, en évitant toute cette partie un petit peu compliquée mathématique. Ok. Cette stratégie, elle est valable quand on a des titres en portefeuille. Tout à fait. Parce que si on prend le risque de vendre un call et qu'on n'a pas le titre, là, on prend un gros risque. Alors, quel est le risque dans ce cas-là? Une perpétuité. Bien. C'est rare qu'on me sorte cette réponse, mais c'est très très bien. Ah oui, parce que si vous avez l'obligation de vendre à 37, imaginons Bank of America est racheté ou rachète une boîte, il y a un OPA, etc. L'action monte à 55. Vous avez, vous, l'obligation de fournir les actions à 37. Parce que vous êtes vendeur. Oui, mais vous êtes obligé il y a un acheteur qui lui a acheté le droit d'acheter à 37. L'action vaut 55. Donc lui, il a le droit d'acheter à 37, ce qui vaut 55. Si vous n'avez pas les actions en portefeuille, vous devez acheter les actions à 55 pour les vendre à 37. Donc la vente de call en général, moi j'interdis à mes étudiants, ok, de vendre des calls sans avoir les actions en contrepartie. Vente de call à nu, c'est la cata. Il y a un hedge fund, optionsellers.com, ils ont planté il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, ils ont planté leurs clients, 160 millions de pertes, parce que les gars avaient vendu des calls sur le gaz sans contrepartie. Le prix du gaz a explosé. Ils ont fait une magouille, machin. Ils ont vendu des poutres derrière, l'action est retombée. Ils ont plié tout le monde, 160 millions de pertes. Et le fonds a fermé. Et en plus, les gens ont dû remettre de l'argent. Ils ont perdu leur capital. Ils ont dû remettre de l'argent pour solder les comptes. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Hedge fund. Donc, vente de call à nu, vous oubliez. OK. Donc, ça vous permet également d'acheter ou de vendre à un prix plus avantageux. Donc, vous pouvez acheter ou vendre une action. Pour acheter ou vendre une action, vous pouvez vendre une option. C'est typiquement les méthodes de Warren Buffett. Quand Warren Buffett a acheté Coca-Cola, il n'a pas placé un ordre, j'achète 5 millions d'actions sur Coca-Cola. Il a négocié, bon là, vu le volume, il négocie directement avec les banques, mais Warren Buffett est un des plus gros vendeurs d'options au monde. Ça, personne vous le dit. On vous dit que voilà, Warren Buffett, c'est un très bon analyste, etc. N'empêche que Warren Buffett, avant de rentrer sur Coca-Cola, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai plus les chiffres en tête, parce que ça fait longtemps, mais je crois que c'est quelque chose comme 160 millions de dollars qu'il avait encaissé de primes avant même d'avoir les actions dans son portefeuille. Donc ça, on peut le faire. Vous pouvez décider d'acheter une action moins chère que le marché. Et en plus, vous êtes payé pour ça. C'est merveilleux. Alors, puisque là, la prime que vous allez recevoir, va venir en déduction du prix de l'action que vous allez acheter. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cash secure put. Voilà. Donc, on peut faire ça également avec les options. Un cash secure put. Je reprends toujours mon exemple avec Bank of America. Décidément, je l'aime bien, celle-ci. C'est peut-être parce que j'en ai en portefeuille. Allez savoir. Donc, exemple, Bank of America cote 32 $. Mais vous avez fait votre petite analyse technique, graphique, fondamentale, et vous dites, bah oui, mais moi, j'aimerais bien l'acheter, mais à 30 $. Vous avez deux possibilités. Une seule si vous faites des actions. Vous mettez un ordre d'achat limite à 30 $, puis vous espérez que l'action tape les 30 $ entre ici et puis, je ne sais pas quand. OK. Donc là, vous passez un ordre limite et puis vous attendez.
Et puis bah, là, le jour où vous êtes déclenché, bah, vous devez sortir 3 000 $ et puis vous achetez vos 100 actions Bank of America. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez vendre un put au prix d'exercice de 30 $. Ok, donc là, on est sur une vente de put, on n'est plus sur une vente de call. Donc là, il faut switcher le cerveau à l'envers, hein, un peu. Donc là, vous, en tant que vendeur de put, vous avez l'obligation d'acheter les actions au prix du strike. D'accord? Et vu que vous êtes vendeur, vous recevez une prime pour ça. Donc, si vous avez l'obligation d'acheter les actions à 30 $, mais qui, par exemple, valent 29 $, par exemple, à l'instant T, vous perdez 100 $. 30 moins 29 fois 100, vous perdez 100 $. Mais par contre, vous avez touché la prime, 32 cents. Donc, votre prix de revient, il est plus de 30 $, mais de 29 $ 68. Ah, déjà, vous n'avez pas acheté au même prix. Ouais, ouais. On parle, quand vous verrez sur les chaînes d'options, vous aurez toujours 0. Alors, ça peut être 1, 2, ça dépend du prix des sous-jacents. Mais vous aurez toujours le prix par action. Il faut toujours multiplier par 100. Okay, vous avez le prix du contrat, vous avez le prix d'une action, en sachant que dans 99% des cas, en fonction des sous-jacents, vous avez 100 actions par contrat d'option. Donc, si vous êtes assigné, vous achetez les 100 actions Bank of America à 30 $, soit 3 000 $, moins la prime perçue de 32 $, soit 2 968 $. Donc, c'est 1%, pardon, en dessous du prix d'achat des actions en direct. C'est-à-dire que quelqu'un qui, comme vous, a mis simplement un ordre d'achat de 100 actions Bank of America, si lui les achète à 100 $, vous avez déjà gagné 1% de rendement. Bon, voilà. Bon, c'est un exemple, hein, on peut gagner beaucoup plus. Okay, si vous n'êtes pas assigné, imaginons que l'expiration, bah, c'était hier soir, on est quel jour? On est jeudi, donc vendredi. Donc, imaginons que l'expiration, c'est demain soir. C'est souvent le vendredi, enfin, c'est toujours le vendredi, après, ça dépend. Il y a des options à la semaine ou au mois, etc. Bon, imaginons qu'il y a une date d'échéance demain soir. Bank of America, donc vous avez un strike 30, l'action vaut 35. D'accord, donc vous n'allez pas être assigné, puisque l'acheteur du put, il ne va pas vous vendre à 30 ce qui vaut 35. Il perdrait 5 $ tout de suite. Okay, bon, bah là, vous n'achetez pas les 100 actions à 30 $. Tant pis, il faudra peut-être recommencer le mois d'après. Mais par contre, vous gardez la prime. Et c'est ce que fait Warren Buffett. Warren Buffett, il vend des contrats, donc il prend des primes, puis un jour, oh, bim, ça vient toucher son prix. Ça veut dire que lorsque lui, il achète les actions Coca-Cola, je ne sais pas moi, à 35 $, lui, c'est pas 35, c'est peut-être à 25 ou 26, parce qu'il a tellement vendu de put pendant des mois, voire peut-être des années, qu'il a abaissé son. S'il calcule toutes ses primes et il retire ça de son prix d'achat unitaire, il a acheté les actions 5, 10, 15, 20% moins cher que vous. Voilà, donc ça, on peut faire ça. Alors, gérer le risque. Les options vous permettent également de gérer votre risque. Alors souvent, c'est quand même quand on parle des options, on dit ah oui, mais les options c'est super risqué parce qu'on peut tout perdre, on fait des petits gains mais des grosses pertes, etc., etc. Oui, conduire une voiture, c'est dangereux. Hein, conduire une voiture à 150 en ville, ça peut être hyper dangereux. Maintenant, si vous conduisez une voiture de sport à 50 sur un circuit, il ne va pas y avoir beaucoup d'accidents. Les options, c'est pareil. Si vous faites n'importe quoi, n'importe comment, oui, ça peut être dangereux. Mais si vous faites un trading d'options raisonnées avec des connaissances nécessaires et surtout en gérant votre risque, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Voilà, donc, mais simplement, il faut apprendre. Alors, c'est vrai que le ticket d'entrée pour apprendre les options, alors ce que j'appelle ticket d'entrée, c'est la base théorique, est un petit peu plus compliqué que simplement le fait d'acheter ou de vendre une action. Vous achetez une action, vous appuyez sur un bouton, bing, vous avez acheté. Si vous voulez la vendre à découvert, bing, vous appuyez sur vente et vous la vendez. Voilà, c'est assez limité. Les options, il y a quand même quelques paramètres à prendre en considération. Donc, donc il faut connaître la base des options, mais vous pouvez tout à fait gérer le risque d'une position. On peut couvrir donc sur une baisse de marché, on peut couvrir sur une baisse d'une action. Vous pensez, vous l'avez acheté il y a longtemps et puis il n'y a pas des bonnes nouvelles et vous pensez peut-être que le cours va baisser. Vous pouvez acheter une assurance pour vous protéger contre la baisse du cours, par exemple. Ça sur une action ou sur l'ensemble de votre portefeuille. Voilà, par exemple. OK ? Donc, maximiser un rendement potentiel pour un montant de risque donné, donc stratégie à risque prédéfinie, érosion du temps. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer le séminaire. Quand on vend quelque chose, on vend du temps. Et l'érosion du temps joue pour les vendeurs et non pas pour les acheteurs. Okay, bien sûr, la volatilité, c'est hyper important, la volatilité avec les options. Si vous ne maîtrisez pas la volatilité, ne faites pas de trading d'options.
C'est aussi clair que ça. La volatilité, ah oui, enfin, c'est pas nous qui. Oui, c'est-à-dire si on n'est pas à l'aise avec ça. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous Les indices, quoi, si vous savez pas comment fonctionne la volatilité, si vous savez pas l'appréhender, si vous savez pas, voilà, ne faites pas de trading d'options. En gros, c'est comme si demain je vous apprends à piloter un avion. Je dis, ben voilà, on monte dans l'avion, hein, on met le moteur, on tire le manche, ça décolle. Puis bah, la météo, on verra ça en l'air. Ah ouais, non. La météo, on regarde, à mon avis, c'est la première chose qu'on regarde. Enfin, je suis pas pilote, mais bon, j'ai quelques copains qui pilotent. La première chose qu'ils font, c'est téléphoner à la météo. OK, quelle est la visibilité, quels sont les vents, les machins. Et seulement après, ils décident d'aller voler ou pas. Ah, là, c'est exactement pareil. La volatilité, moi, avant de commencer mon trading d'options, c'est la première chose que je regarde. Donc, si dans des formations quelconques X, Y, on ne vous parle pas de volatilité, partez en courant parce que ça va mal se passer pour vous à un moment donné. C'est comme vous apprendre, voilà, on vous a mis en l'air, il y a un orage, il y a des machins, vous ne saviez pas, puis voilà, ça crache. Ben, c'est exactement pareil avec les options. Pour les options, elles dépendent des actions qu'on veut. Elle dépend du sous-jacent. Oui, du sous-jacent. Alors, il y a la volatilité du sous-jacent. Ouais, ou Tesla. Ouais. Ah ouais, Tesla, c'est volatile. Microsoft, un petit peu moins, quoique là, elle est beaucoup montée, donc du coup, il y a une volatilité à la hausse. Voilà. Donc, il y a une biotechnologie chinoise, par exemple, ça prend 300% dans la journée, ça en perd 90 le lendemain. Là, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire des options là-dessus? Vous ne maîtrisez rien. Après, si on n'est pas à l'aise, on peut faire des options, mais avec des actions moins volatiles, peut-être. C'est le but. Voilà. Le but, nous, voilà, nous, tout ce qui est hyper volatile, on n'y met pas les mains parce que on ne contrôle rien. Et la seule chose que vous maîtrisez en bourse, c'est le risque. Quand vous achetez un call à 130 $, vous savez que votre risque maximum, c'est 130 $. C'est votre risque maximum. Si ça ne va pas dans le bon sens, bah, vous avez mis 130 $ pour voir si vous avez raison, vous avez tort, vous avez perdu 130, vous ne pouvez pas perdre plus. Donc c'est un risque défini. Et vous pouvez couper au milieu. Ah bien sûr. Ah oui, si vous vous rendez compte que ça ne part pas dans le bon sens, alors votre contrat d'option aura toujours une valeur. Vous l'achetez 120 $, mais le prix de l'option, il varie en fonction de la volatilité, du sous-jacent, enfin de plusieurs éléments. Puis demain, voilà, ça ne va pas dans le bon sens. Votre contrat vaut, je ne sais pas moi, 60 $. Bon, vous l'avez acheté, vous revendez pour 60 $, vous avez perdu 60. Il y a toujours une contrepartie. Il y a toujours une contrepartie. Chose qui n'est pas spécialement vraie avec les turbos et les varans. J'en ai fait à mes tout débuts en 2007. Et parfois, bizarrement, le contrat n'existait plus, on ne pouvait plus sortir. Non, ce n'est pas un manque de liquidité, c'est simplement que l'émetteur, il est juge et parti. Puis là, il a décidé de claquer la porte et puis vous n'avez aucun moyen de vous retourner. C'est tout. Puis il y a une petite case en bas à droite qui dit que il peut fermer le contrat à n'importe quel moment. Et puis, ouais, on va dire ça, ouais. Donc moi, ça m'est arrivé. Alors j'ai gagné d'argent au début avec les options, avec les turbos et les varans. Et bon, j'ai vite arrêté parce que j'ai compris qu'il y avait un loup, quoi. Enfin, parfois, la barrière n'était même pas touchée, que bing, ça sortait. Ou parfois, je voulais revendre mon contrat, il n'y avait personne en face. J'ai un contrat dans la main, je ne peux rien en faire. Ouais. Bah oui, parce que de l'autre côté, la banque ou l'organisme financier, il doit payer à ce moment-là. Il a reçu de l'argent, mais là, il faut qu'il en rende, et puis beaucoup. Donc, il n'est plus trop d'accord, quoi. Il y a différentes stratégies. On peut travailler sur du très court terme. On peut travailler sur du 1 mois, sur du 3 mois, sur du 6 mois, sur du 1 an, 2 ans. Moi, ça m'arrive parfois de faire des options sur 1 an et demi, dans certaines conditions particulières. Ouais. C'est ça. Moi, je suis entre avec la stratégie qu'on fait avec les ventes de put, etc., on est sur du 3, 6, 9 mois. Alors, quand je dis ça, les gens me disent, mais tu ne te rends pas compte, le risque que tu as pendant 9 mois, tu ne sais pas où sera l'action, etc. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui font ce qu'on appelle du 30, 35, 45 jours DTE, donc Date to Expiration. Le problème, c'est qu'on a fait des backtests et on s'aperçoit que c'est là où vous allez vous faire attraper. Parce que vous ne diluez pas le risque sur la durée. Et si vous prenez beaucoup d'échéances à court terme, vous avez un épisode genre le Covid, moins 35% en 3 semaines. Si vous avez une date d'échéance alors que le marché est à moins 35, vous avez tout perdu. Donc, les gens pensent qu'ils maîtrisent le risque en vendant des options à 35 ou 45 jours. C'est carrément l'inverse. Mais bon, quand vous expliquez ça, les gens ont tellement de conviction que quand on leur essaie de leur démontrer que c'est pas comme ça qu'il faut faire, ils ont un petit peu de mal à remettre leur conviction en doute, quoi. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est leur argent, c'est pas le mien.
Donc, alors là, protéger ou couvrir. Donc, le hedging. Les options offrent de multiples possibilités pour protéger une position ou son portefeuille. C'est ce qu'on a vu. Donc, j'achète un put, Bank of America toujours, hein, pour me prémunir contre une baisse de l'action parce que super bonne mauvaise nouvelle, crise des subprimes, ce machin, enfin voilà, bank run. Et puis, je pense que la bancaire va cracher. Là, je peux acheter un put. Et donc, le put va me donner le droit, en tant qu'acheteur, de vendre mes titres à un prix donné. Bank Market à 35. Là, j'ai mis quoi, un strike 32 peut-être, c'est ça, non? Ouais, 32. Ça veut dire que si le prix de Bank Market descend en dessous de 32, j'ai le droit de les vendre à 32, même si elles valent 0. Bank Market dépose le bilan. Cas extrême, la banque Lehman Brothers, hein, voilà. La banque dépose le bilan. Vous avez un contrat qui vous dit, mais attendez, moi les gars, moi j'ai le droit d'en exiger 32 $. Donc maintenant, vous me donnez l'équivalent de 3200 $ par contrat que j'ai acheté parce que l'action vaut 0. Ah bah oui, c'est obligé. Il y a la chambre de compensation. Là, c'est pas le gars qui dit non, en fin de compte, le contrat, il est plus valide. C'est ce que vous avez avec les turbos et les varants. Alors, je sais que je ne vais pas me faire des copains avec les émetteurs de produits dérivés de ce type, mais à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens, quoi. C'est voilà. OK. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les options. Donc, quand même plusieurs choses. Hop, je voulais que je revienne en arrière. Vas-y. Ouais. Donc là, effectivement, si vous avez les indices qui baissent, on peut aussi acheter des puts sur les indices, sur les SPY, etc., SPX, voilà. Et ETF, ça peut être un ETF sectoriel, genre XLK, la technologie, XLE, l'énergie, ou ce genre de choses, ouais. Mm-hmm. Et les index, c'est quoi? Les index, oui, là, ça va être les index, ça va être SPY ou des choses comme ça. Alors que les ETF, ça va plutôt être des ETF sectoriels. Ouais. Ou indice sectoriel, ouais. OK? N'hésitez pas, hein, si vous avez ce qu'il faut comprendre. Alors, bien sûr, vous pouvez personnaliser vos stratégies. C'est-à-dire que, voilà, c'est vrai que parfois, les stratégies sont assez complexes. Il y a des stratégies à une seule option. Je vends un put, j'achète un call, etc. Ça, c'est une seule option. Après, je peux faire des stratégies créditrices ou débitrices à 2 options. J'achète un call, je vends un call. OK? Parce que quand j'achète un call, je débourse beaucoup d'argent. Donc, si je vends un call un petit peu au-dessus, je vais récupérer une prime qui va baisser le prix de ma stratégie, par exemple. OK? Ou un crédit spread, un crédit put spread, j'ai peur que l'action descende beaucoup, donc je vais effectivement être obligé d'acheter les actions à un certain prix. Et si l'action descend beaucoup, je n'ai pas de protection, je vais acheter un put qui va me donner le droit d'acheter des actions à un certain prix, et donc ça va réduire mon risque. Donc il y a plein. Alors, on a des stratégies à 4 pattes. On a des stratégies, là, je suis un Américain, là, un gars. Le gars, il a 12 pattes. Bon, c'est le gars, il est quant, machin, il a 12 cerveaux. Ouais, non, mais c'est infernal. Et puis bon, et là, il faut gérer en permanence. Là, le gars, il peut pas laisser en gros 10 minutes sans regarder le truc parce que 12 pattes, automatiquement, quand ça bouge dans un sens, ça décale tout, etc. Non, mais là, c'est. Mais bon, nous, on se contente, très honnêtement, une patte, vente, achat d'options, et puis 2 pattes, point barre. On reste dans la simplicité. On a essayé des stratégies à 4 pattes. Avec le temps, ça coûte beaucoup en frais, puis c'est pas rentable. José l'a fait, Philippe l'a fait, je l'ai fait. On s'est tous pris des gadins avec le temps. Donc, on revient sur du simple, du basique. Une option, 2 options. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez jouer l'orientation du marché avec donc des achats d'options. Bien sûr, on peut jouer sur les dates d'échéance. Hein, vous avez l'échéance de 1 journée jusqu'à 2 ans. Donc, après, vous choisissez le temps que vous voulez pour que votre scénario que vous avez imaginé se réalise. OK? Donc, ça, vous avez tout à fait le choix. Et par contre, il est nécessaire de comprendre les fondamentaux des options, notamment l'influence sur le prix des options des mouvements du sous-jacent, parce que le sous-jacent, s'il monte ou il descend, il va avoir une corrélation directe avec le prix de l'option. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. OK, j'achète un call, l'action monte, qu'est-ce que ça va impacter? L'action baisse, qu'est-ce que ça va impacter à la baisse? OK, donc tout ça, il faut comprendre. Donc ça, c'est ce qu'il faut ingurgiter avec les options au départ. Il y a bien sûr des notions de volatilité implicite. Donc là, c'est la volatilité de l'option. Il y a la volatilité de l'action, mais l'option a également une volatilité. C'est ce qu'on appelle la volatilité implicite. Vous ne prenez pas la tête. C'est juste
pour savoir que ça existe. OK? Puis bien sûr, l'érosion du temps qui est hyper importante, puisque quand vous êtes vendeur d'options, le temps joue pour vous, et quand vous êtes acheteur d'options, le temps joue contre vous. Vous avez un temps limité pour que la stratégie que vous avez élaborée se réalise. Donc, vous avez le temps contre vous. Parce que plus vous vous rapprochez de la date d'échéance, si l'action ne bouge pas, c'est compliqué, quoi. Et si on achète un call, le prix monte et qu'on est loin de la date d'échéance, on peut exercer son droit. Oh, bah, je vous le conseille, ouais. Ouais. On prend des Ouais, parce que bon, là, quand ça monte vite comme ça, souvent ça redescend un peu derrière. Donc, vite, voilà, vous vous dites, bah voilà, moi, à X% de gain, je sors. Et puis, nous, on a eu des histoires extraordinaires. On avait fait, j'en ai pas d'ailleurs sur YouTube, sur notre chaîne. On avait, ouais, c'est ça, ouais. Donc, en 2019, j'avais mis une alerte en disant, voilà, si AMC touche les 2 $, j'achète des AMC. Mais j'achète des actions. J'ai pas acheté le call, c'est à 2 $, ça vaut rien, quoi. Ça vaut 5 centimes, le contrat, ça vaut rien. Puis l'action passe de 2 à 20 $. Bon, bah là, la jackpot. Bon, ça m'est arrivé une fois en 12 ans, donc ok, le coup de chance. Ok, c'est pas voilà. Et j'ai un client qui m'a, enfin même pas un client, un gars qui nous suivait sur le Discord à l'époque et qui me dit, je viens de faire 5400%. Parce qu'il avait acheté des contrats à 5 $, mais qui valaient 5400 fois plus quand le strike a touché les 20 $. Et là, il s'est fait, mais il avait acheté, en plus, vu que ça valait 5 $, je crois qu'il en avait acheté pour 80 $. Le truc est parti en live. Bon, voilà, c'est une fois en 12 ans, donc. Hein. OK. Hop, qu'est-ce que. Non, j'ai appuyé 2 fois peut-être. Hop, où est-ce que j'en suis? Excusez-moi. Hop, c'est protégé, ça c'est bon. Voilà. Ah bah là, c'est pareil, c'est jackpot. Non, là, c'est jackpot. Non, ça veut dire que vous êtes contre-sens. Ah là, si le AMC monte et que j'ai acheté un put, ah bah là, je perds les 5 $ de prime que j'ai acheté. Ouais, c'est juste la prime. Ok, donc voilà, donc genre des stratégies complexes qu'on peut avoir. Bon, ça, je ne vous conseille pas pour débutants. Même nous, aujourd'hui, en tant que trader confirmé d'options, on n'en fait pas. Donc, ouais, mais c'est juste pour montrer que ça existe. C'est un Iron Condor, donc il y a 4 prix d'exercice. Il y a 2 dates d'échéance. Il y a des achats de call, achats de put, vente de call, vente de put. Pas compliqué. Donc là, c'est sur une variation donc du SPY. Donc là, on essaie d'aller chercher, là, on essaye de jouer le fait que le SPY ne va pas bouger beaucoup. Là, on joue plutôt l'immobilisme du sous-jacent. Mais bon, ça coûte cher en prime, ça machin. Puis si ça ne va pas dans le bon sens, vous vous retrouvez avec une option qui est un peu bancale. Et après, si vous ne maîtrisez pas les options, pour réparer, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, voilà, vous savez que ça existe. Maintenant, vous amusez pas à aller là-dessus. Surtout en tant que débutant, je dis, même nous en tant que confirmé, on n'y met pas les mains. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la différence entre le trading d'action et le trading sur option. Donc, la différence entre les deux, c'est le choix des stratégies. Achat d'actions ou vente d'actions, c'est limité. Et on a vu qu'avec les options, on peut faire plein de stratégies. On peut se couvrir, on peut spéculer, on peut augmenter les revenus, etc. etc. Okay, donc, voilà l'une des principales différences entre les deux systèmes de trading. Donc, l'effet de levier permet de contrôler plus de titres. On va voir ça juste après, vous allez comprendre comment, pour le même investissement, on peut contrôler 10, 15, 20 fois plus d'actions que si on achetait simplement les actions. Vous augmentez le retour sur investissement en pourcentage et vous pouvez également réduire votre risque avec l'effet de levier. Ça paraît paradoxal, mais il y a des stratégies où, en utilisant l'effet de levier, on va réduire le risque global du portefeuille. Mais bien sûr, comme tout effet de levier, à manipuler avec une extrême précaution. Alors ça va dépendre ça dépend des Grecs, le delta, le gamma, donc il y a des phénomènes multiplicateurs, etc., amplificateurs, etc. Donc là, il faut regarder une chaîne d'options qu'il faut regarder, quoi. Mais là, vous dire ça comme ça, est-ce que on parle pas de levier 5, levier 10, levier 15 comme non, ça c'est pas, on parle pas de ça du tout. Non. Hein, quand on vous dit voilà, j'ai un levier de 400 avec une option, c'est que le gars ne sait pas de quoi il parle parce qu'il n'y a pas de levier de 400 avec une option, il n'y a même pas de levier de 2, quoi. Et le levier, il se fait en fonction de la volatilité, enfin, en fonction de plusieurs paramètres. Si le gars vous dit, bah oui, je fais un levier de 400 avec une option, c'est qu'il fait soit un turbo, soit un varan, quoi. Mais c'est absolument pas une option. Ok, il y en a, hein. Il y en a qui le font. Hop, alors, l'avantage de l'achat d'un sous-jacent,
c'est que quand vous achetez un sous-jacent classique, vous avez le temps journalier. Vous pouvez garder l'action une journée, 10 ans, là, peu importe, vous n'êtes pas limité par le temps. Okay, vous avez un profit qui est limité. Tant que l'action monte, vous gagnez de l'argent, vous faites une plus-value. Okay, et puis, si la société distribue des dividendes, bah, vous avez des dividendes. Okay, c'est clair pour tout le monde, c'est bon? Alors, 100 actions à 20 $, vous fait investir 2000 $. OK? Si le cours monte à 22 $, vous faites 200 $ de plus-value. Vous connaissez le principe. Et puis, bah voilà, donc au moment où vous êtes rentré, vous avez vu un stop autour des 17 et vous mettez un petit stop de protection à 17. Alors attention, chose importante, un stop de protection ne vous protégera jamais contre un gap baissier. Le jour, imaginons que là, très mauvaise nouvelle. Donc là, à mon avis, ça doit être Bank of America. Donc là, imaginons très mauvaise nouvelle, etc. Enfin, tout va mal. L'action tombe à 12 $. Donc on passe de 20 à 12 $. Bah là, votre stop à 17, il ne se déclenchera pas. Il va se déclencher à 12. Il sera vendu au prix marché à l'ouverture du marché. Donc là, vous contrôlez rien du tout. Qu'avec une option put, si vous achetez un contrat put, vous avez le droit de vendre à 17. Peu importe le prix en dessous de 17. L'action peut coter 12 $. Vous avez un papier qui vous dit moi, j'ai le droit d'exiger 17 $ pour mes actions Bank of America, même si elles valent 12. Donc, un stop de protection ne vous protégera jamais d'un gap baissier. Alors, achat de call pour contrôler le même nombre de contrats. Je vais juste brancher, vous m'excusez une seconde, je vais juste brancher pour faire mes vidéos, je vais brancher mon téléphone, je vais faire une petite vidéo. Je prends 30 secondes. Hop. Hop. Voilà, c'est parti. Oui. Pour avoir les dividendes, il faut les actions en portefeuille. Ah bah non. Si vous avez le droit d'acheter, mais vous ne les avez pas en portefeuille. Donc, pour avoir les dividendes, il faut avoir les actions physiquement dans le portefeuille. OK? Parce que si vous faites SRD, par exemple, il y a pas d'adhésion. Dividendes, vous êtes dedans, date, ça veut dire le jour qui distribue des dividendes, vous êtes en SRD, c'est vous que vous payez le dividende. Non, mais là, vous achetez simplement le droit d'acheter. Donc, pour avoir le dividende, il faut avoir les actions en portefeuille. OK? Donc, achat de call pour contrôler le même nombre d'actions. Donc, l'action est à 20 $. OK? J'achète un call strike 20. Donc, on appelle ça à la monnaie. Hein, le prix du sous-jacent est de 20 $. J'achète un strike 20 $. Je suis ce qu'on appelle à la monnaie. Vous achetez le contrat pour 1,20 $ fois 100 égale 120 $. Donc, d'un côté, avec les actions, vous avez dû investir 2000 $. Et là, pour contrôler 100 titres, vous investissez 120 $, 16 fois moins. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit, imaginons que vous avez 2000 $ à placer. Et voilà, j'ai 2000 $ et je veux faire du trading aujourd'hui. OK? Ben, vous achetez vos 2000 actions Bank of America, ou vous achetez un contrat call. Mais un contrat call, ça coûte que 120. Donc, il vous reste 1880. Qu'est-ce que je fais de mes 1880? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de trader, quoi. Donc, OK? C'est pas la meilleure solution, mais bon, imaginons. Je prends un cas extrême. Donc, vous avez la possibilité d'acheter 16 contrats, un strike de 20 pour 1,20 $, soit 1920 $. D'un côté, vous avez dépensé 2000 $, de l'autre côté, vous dépensez 1920 $. On est bien dans la même somme d'investissement. OK? Sauf que d'un côté, vous contrôlez 16 calls. C'est-à-dire que si ça décolle, là, un effet de levier qui est juste monstrueux. OK? Donc, si le cours monte à 22 $, là, vous avez 1200 $, 1280 $ de plus-value contre 200 $ de l'autre côté. Alors, cherchez pas à calculer, il faut maîtriser le prix d'option, mais dans le calcul, si jamais l'action passe de 20 à 22,
En achetant les actions, vous gagnerez 200 $. En achetant pour le même investissement 16 calls, vous aurez 1280 $. Vous comprenez pourquoi le membre qui avait acheté AMC les calls, il a fait 5400%, parce que tout est parti. Voilà. Donc, ça démultiplie la performance. Oui. Alors, vous ne perdez pas 1920 $, puisque la prime ne vaut pas 0. Mais par contre, l'effet de levier négatif sera également important. C'est-à-dire que si, imaginons que le cours passe à 18, là, vous allez perdre 200 $. Que si le cours passe à 18 avec 16 calls, là, vous allez perdre vite 500, 600, 800 $. Je dis ça au hasard parce que je ne connais pas les éléments, mais de volatilité, etc. Mais vous allez perdre beaucoup plus vite si vous n'êtes pas dans le bon sens. Bah oui, vous avez 16 fois le nombre de contrats. Donc, ce qui marche à la hausse marche également à la baisse. OK ? Alors, on était là. OK. Alors, là, ici, je vous ai fait un petit tableau pour bien vous expliquer. Donc, d'un côté, j'ai une prime de 120 $. Je maîtrise, enfin, je contrôle 100 titres. Et de l'autre côté, donc j'achète 100 actions. Et donc là, je débourse 2000 $. OK ? Donc, j'achète un strike 20 au 21 mai 2021. On est le 30 novembre 2020. OK ? Donc là, ici, c'est le prix de mon sous-jacent, 20 $. J'achète un strike à 20 $. OK ? Donc, à quoi correspondent les 21,20 ? D'où sort ce chiffre ? Presque. On n'est pas loin. La réflexion est bonne, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais on n'est pas loin. À quoi correspondent les 21,20 ? Bien vu, super. Bah oui, parce que si vous achetez un call, si vous avez le droit d'acheter à 20, mais vous avez mis 1,20 $ sur la table pour avoir ce droit. Donc, il faut intégrer le prix de la prime dans le prix de l'option, de l'action, pardon, pour que vous commencez à être gagnant. Donc, vous commencerez à être gagnant à 21,21 $. Ah, est-ce que vous avez décaissé de l'argent? Il faut bien le rembourser. OK? Donc, ce remboursement se fait sur la différence entre le prix de la prime que vous avez acheté et puis le prix du sous-jacent, tout simplement. OK? Voilà. Alors, si le stop se déclenche à 17, voilà, super mauvaise nouvelle. Bon, là, je ne l'ai pas remis, mais tout à l'heure, on l'avait ici à 17. Le stop se déclenche à 17. Qu'est-ce qui se passe? Pour les actions et pour les options, qu'est-ce qui se passe? Pour les actions, vous avez acheté 100 actions à 2000, enfin pour 2000 $, le stop se déclenche à 17, vous revendez vos actions à 17, vous avez perdu 300 $. Votre perte, elle est actée, merci, au revoir, et puis rendez-vous à la prochaine action. Oui, plus les frais, alors après ça dépend où vous êtes, mais si vous êtes chez Free Stocks, il n'y a pas de frais. Voilà. Hein, je l'ai placé, hein, c'est bon. C'est la plateforme de trading de Self-Invest. Voilà. Pour les options. Alors, quelle est la perte pour les actions? 300 $, OK. Mais pour le call, l'action tombe à 17. Je parle à la date d'échéance. À la date d'échéance, excusez-moi, j'ai pas. Ouais. À la date d'échéance. Vous perdez combien? 20 moins 17,3. Ben non, vous avez acheté le droit d'acheter à 20 $ et vous avez payé 120 $ pour ça. Le cours tombe à 17. Ah, 120. Ben voilà, vous avez perdu la prime. Voilà, tout simplement. Mais si vous vendez, c'est le call, c'est vos limites. Si vous vendez le call. Non, mais là je pars du principe que là, le stop a été déclenché à 17. Donc là, voilà, terminé. Si on vend avant l'échéance et on vend à 18, donc ça fait 17, au prix où là, je limite la... Ben là entre ici, donc là, entre le moment où vous allez acheter votre call et la date d'échéance, en fonction de la fluctuation du sous-jacent, le prix de la prime va bouger. C'est-à-dire que les 120 vont peut-être passer 150 ou 80 si ça baisse un peu, etc. etc. Donc, il y aura toujours une petite… mais là, je parle à la date d'échéance. C'est-à-dire que là, c'est le jour de l'échéance, le cours est à 17, votre prime, elle vaut 0, il n'y a plus rien. Moi, je parle avant l'échéance. Avant l'échéance, ouais, vous avez… En fait, il y a des outils qui revoient en permanence. Le prix de l'action est remis en permanence parce qu'il y a la volatilité du marché du sous-jacent
et puis ben, le temps aussi qui passe. Alors au début, ça n'impacte pas énormément le temps. Quand on a un contrat à 6 mois, bon voilà. Par contre, quand vous êtes dans les 2-3 derniers jours, là le temps. Alors normalement ça bouge. Ah, ça bouge, ah ouais, ça bouge, ouais. Ah, ouais, ça bouge, ouais. Ça, vous le voyez dans la chaîne de cotation, ce qu'on appelle la chaîne d'options. Vous avez les prix qui sont mis à jour en temps réel, quoi. Oui, bien sûr, oui. Pardonnez-moi pour le passage d'ordre, justement, en cours de vie de l'option. Oui. Alors, on peut passer des ordres parce que ça doit aller très vite, je pense, le changement de valeur. Ça dépend. Si le marché est hyper volatile, si vous faites mars 2020, où là, effectivement, ça décolle de 35% en 3 semaines, bah oui, là, effectivement, là, vous avez les primes, ça tourne, quoi. Maintenant, si vous êtes en ce moment, là, on a un VIX, une volatilité qui est autour des 13, 14. Là, Je me suis bourré de ça. Je dis, tiens, ma stratégie de ouais. Je le remonte en cours de vie parce que je sens ouais. pourri. Je vais quand même vendre mon option à un prix. Je peux mettre un prix à cours limité. Ah, bien sûr, oui. Oh, vous pouvez mettre un cours, oui. Vous dites, bah voilà, moi, je suis prêt à encaisser une perte de X. Et puis, bah, une fois que mon contrat il vaut tant, bah, j'ai une rachat automatique et puis terminé. Oui, bien sûr. Oui, ouais, bien sûr, oui. Mais quand je vous dis que c'est formidable. Alors, les contrats call, donc avantage, ben, vous avez un gain illimité tant que l'action monte, exactement comme pour l'action. Tant que ça monte, ça monte. Hein. Après, le gars, il achète à 2 $, ça vaut 20, ben là, bing, quoi. OK, ça tombe. Vous êtes bien sûr démultiplié tant que l'action monte par l'effet de levier, du delta, du gamma, etc. etc. OK. L'avantage, c'est que ben, vous connaissez votre perte au moment où vous rentrez sur la position. Vous achetez un call 120 $, ça ne se passe pas bien, vous risquez 120 $ grand maximum. On peut effectivement revendre le contrat en cours de route, mais si vous attendez la date d'échéance, votre perte maxi, c'est 120 $. Okay. Inconvénient, gros inconvénient des achats d'options, qu'ils soient call ou put, c'est que vous avez un temps limité pour valider la stratégie que vous avez déterminée. Ah oui, oui, vous avez, je dis, vous avez des dates d'échéance qui vont de la journée sur les. Pourquoi c'est un inconvénient le temps? Très bonne question. Comme on a le choix. C'est pas comme si on nous mettait devant le choix. On dit, donc en gros, si. Je comprends un choix. Ouais. Et je comprends que plus on approche, et plus c'est. Voilà, ça je comprends. Mais si on est sur sa stratégie et tout. Ah, mais si vous êtes sûr, oui. Voilà. Mais quel trader est sûr à 100% de sa stratégie? Qui est sûr que l'action demain va être au-dessus du prix d'achat d'aujourd'hui? Non, enfin, je veux dire, on est confiant, mais on n'est pas sûr qu'on va avoir raison longtemps. Mais on est confiant, c'est-à-dire même si on perd, on dit ouais, j'ai perdu, mais j'étais droit dans mes bottes, j'ai ça. Pas mis, voilà, après, l'échéance va vous permettre de vous donner plus de temps pour valider votre scénario. Vous aurez plus de chances que l'action passe de 20 à 22 sur Bank of America en un an qu'à demain soir. Vaut mieux acheter long terme, ouais. Parce que vous laissez le temps. Par contre, si vous achetez long terme, il y a plus de risques pour le vendeur, donc la prime est plus chère. Ah oui, il y a plus de risques pour le vendeur. Donc bon, voilà. Votre assureur, il ne vous fait pas payer le même prix à vous, 60 ans, avec pas d'accident, que le petit jeune qui sort, qui a 18 ans, avec une Golf GTI toute neuve que papa vient de payer à, je ne sais pas comment ça vaut, 30 ou 40 000 euros. Vous allez payer, je ne sais pas, 300, 400 euros de prime. Le petit jeune, il va se taper une prime à 2005 ou 3000 balles parce que ben, l'assureur, il ne va pas dormir tranquille les nuits du samedi soir, quoi. Donc, voilà, tout est en rapport au risque, comme tout le temps. Alors, avec donc là, je voulais vous montrer une stratégie non directionnelle.